Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons établir le formalisme tensoriel qui, comme nous allons voir, va constituer le langage naturel de la théorie de la relativité. Le point de départ de notre discussion se fonde sur l'hypothèse d'Einstein qui est que les lois de la physique doivent garder la même forme lorsque l'on change de référentiel galiléen. Et ce que nous allons établir, c'est un formalisme mathématique qui va mettre en exergue cette propriété et qui va nous permettre d'élaborer donc un formalisme qu'on va appeler manifestement covariant, c'est-à-dire pour lequel les équations mathématiques qui décrivent les lois physiques vont toutes garder la même forme lorsque l'on va passer d'un référentiel à un autre. Alors, un exemple, c'est l'équation d'onde d'Alembertien de phi est égal à 0, qui vont donc décrire une onde qui se déplace à la vitesse c, comme la lumière. Et bien, puisque la vitesse de la lumière doit être la même dans tous les référentiels, la lumière, ou un champ qui obéit à cette équation-là, doit obéir à cette équation dans n'importe quel référentiel galiléen. Et donc, nous allons élaborer un formalisme dans lequel il sera évident que si l'on passe d'un référentiel galiléen à un autre par des transformations de Lorentz, cette équation va prendre exactement la même forme, sans que nous n'ayons à explicitement faire le changement de variable dans les équations qui vont décrire cette propagation. Pour introduire ce formalisme tensoriel, nous allons commencer par revisiter l'algèbre linéaire que vous connaissez bien. Donc l'algèbre linéaire, vous savez, c'est l'algèbre des vecteurs, donc c'est des objets qu'on va noter x avec une barre en bas, donc ça va noter les vecteurs, qui sont des éléments d'un espace vectoriel, et un x va géométriquement représenter essentiellement une flèche de cet espace vectoriel. Donc la flèche, ça va être l'entité géométrique que représente x. Donc vous savez que en général, il est plus commode de représenter les vecteurs dans une base de l'espace vectoriel, donc on se donne une certaine base E indice mu, variant mu, l'indice mu variant de 0 à n-1, qui sont donc tous des vecteurs, donc avec de nouveau une flèche en bas pour indiquer leur nature vectorielle. Donc ils forment, comme on l'a dit, une base de vecteurs, et on peut toujours décomposer chaque vecteur de l'espace x comme une combinaison linéaire des E mu avec des coordonnées x mu en haut. Alors, une petite remarque, vous voyez que ici les indices passent du bas au haut. Ce sont des notations qui sont conventionnelles. Pour le moment, je ne les justifie pas, vous verrez leur justification apparaître au fur et à mesure que l'on construit le formalisme tensoriel, mais à ce stade, prenez-les simplement comme une convention, qui peut vous paraître un petit peu excentrique, mais comme je vous l'ai dit, d'ici la fin du cours, on verra la justification de ces notations. Donc voilà, ça on écrit simplement la décomposition de x comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base, et donc on représente à ce moment-là le vecteur comme un n-uplet des coordonnées x0 jusqu'à xn-1. Alors évidemment, ce n-uplet est attaché d'une part à x, mais aussi à la base dans laquelle on va représenter x. Donc si je change de base, eh bien je vais changer le n-uplet. Donc il va exister une relation entre le n-uplet qui représente x dans une base et le n-uplet qui va représenter x dans une autre base. Et cette relation doit traduire le fait que les deux n-uplets représentent la même réalité géométrique sous-jacente qui est le vecteur x. Alors pour préciser un peu tout ça, prenons un exemple concret. Donc on va décomposer, on va choisir une nouvelle base, E' indice mu, donc toujours avec une barre en bas parce que ce sont des vecteurs, et ces vecteurs de base, on va les représenter dans l'ancienne base, donc on va écrire que E' indice mu, c'est la somme sur nu des lambda nu mu, E nu. Donc lambda nu mu ici, c'est finalement la matrice de changement de base qui va relier les anciens vecteurs aux nouveaux vecteurs. Et maintenant le jeu, ça va être de représenter les nouvelles coordonnées x' mu en fonction des anciennes coordonnées x mu. Alors, vous avez déjà fait ça de multiples fois. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va écrire que x, c'est par définition la somme sur mu des x' mu en haut, e mu en bas, comme ceci. Et on va décomposer les et on va décomposer les e' mu dans la nouvelle base, dans l'ancienne base. Donc, ça va être la somme sur mu et sur nu des x' mu fois lambda nu mu fois E nu. Donc maintenant, ce sont les nouveaux vecteurs. Et donc ça va être la somme sur nu de la somme sur mu des x' mu lambda nu mu fois E nu.
Et donc vous voyez que si j'identifie cette expression ici à cette expression qui est là, eh bien je vois que ceci n'est rien d'autre que x nu. Et donc j'obtiens la relation x nu est égal à la somme sur mu des lambda nu mu fois x' mu. Donc voilà la relation qui relie les nouvelles coordonnées aux anciennes coordonnées. Alors pour exprimer maintenant les x' en fonction des x, les x' mu en fonction des x nu, eh bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va introduire la matrice inverse de lambda. Donc la matrice inverse de lambda, vous savez comment elle est définie, hein, elle est définie de cette façon-ci. Le produit matriciel de lambda avec lambda moins 1 doit être égal au symbole de Kronecker. Donc là aussi, faites bien attention à la position des indices. Ça peut vous paraître arbitraire à ce stade-là, mais vous en verrez la justification plus tard. Dans tous les cas, ce delta alpha bêta, c'est le symbole de Kronecker habituel dans lequel qui vaut 1 si alpha est égal à bêta et qui vaut 0 sinon. Donc on va simplement multiplier matriciellement cette équation-ci par lambda moins 1 et on va obtenir en définitive que la somme sur nu des lambda moins 1 alpha nu x nu est égale à la somme sur mu et sur nu des lambda moins 1 alpha nu fois lambda nu mu fois x' mu. Alors dans cette somme ici, je vois la somme sur nu des lambda moins 1 alpha nu lambda nu mu, ce qui va être par définition delta alpha mu. Et donc quand je vais ensuite faire la somme sur mu, eh bien le Dirac, le Kronecker pardon, va sélectionner alpha égale mu, et donc ceci n'est rien d'autre que x' alpha. Et donc on voit que x' alpha est égal à la somme sur nu des lambda moins 1 alpha nu x nu. Donc c'était ce qu'on obtient ici. Donc on a comme ceci là l'expression des nouvelles coordonnées en fonction des anciennes. Alors on voit, petite remarque, que si on passe des anciens vecteurs de base aux nouveaux vecteurs de base à l'aide de lambda, on passe des anciennes coordonnées aux nouvelles coordonnées avec lambda moins 1. Et l'ordre des indices qui est renversé. Mais c'est surtout lambda moins 1 qui apparaît. Alors, évidemment, les vecteurs, ce sont les objets de base de l'algèbre linéaire, mais ce ne sont pas les seuls objets. Et par exemple, la deuxième catégorie d'objets simples que l'on peut introduire en algèbre linéaire, ce sont les formes linéaires. Alors les formes linéaires, on va les noter avec une barre en haut, et vous savez que l'espace des formes linéaires, on l'appelle le dual, et c'est noté E dual. Et donc on va considérer une forme linéaire Y barre en haut, et donc c'est une application qui a un vecteur fait correspondre à un réel. Donc là aussi, il y a une entité géométrique qui est l'application qui prend une flèche, et à toute flèche va associer un réel ou un complexe si vous travaillez sur le corps des complexes, peu importe. Et il y a aussi la représentation que l'on va s'en faire dans une base. Puisque vous savez que toute application linéaire est définie par son action sur une base. Donc on peut remplacer y bar en haut par un nuplet de nombres qui est l'action de y bar sur chacun des vecteurs de base mu. Donc on va définir y avec le mu en bas, hein, faites bien attention à la notation, qui est égal à l'action de la forme linéaire sur mu. Alors de nouveau, comme ce nuplet est défini par l'action sur une certaine base, eh bien ce nuplet est attaché à la base que l'on utilise pour le définir, et il va y avoir des relations de changement de base qui vont décrire le fait que un nuplet dans une base et un nuplet dans une autre, un autre nuplet dans une autre base doivent traduire exactement la même réalité géométrique qui est la forme linéaire, qui je vous rappelle hein, est une donnée un objet qui a une flèche associe un nombre réel. Donc, dans une nouvelle base, on va avoir y' mu en bas, qui va être égal à y bar, qui agit sur E'. Or, si on utilise la relation de changement de base ici, eh bien, on voit que E' mu, ça va être la somme sur mu des lambda nu mu, E nu, pardon. Et donc, par linéarité, on peut sortir les lambda du y bar, et on va simplement avoir y bar de E nu, qui est y indice mu. Et donc, vous voyez que y' mu va être égal à la somme sur nu des lambda nu mu fois y mu. Donc dans un certain sens, vous voyez que les coordonnées de la forme linéaire vont se transformer par changement de base exactement comme les vecteurs de base ici. Alors vous savez que dans le dual de E, on peut définir ce qu'on appelle une base duale. C'est la base qui est définie de la façon suivante. Donc c'est des formes linéaires donc qui sont définies par avec un E avec une barre en haut, E bar en haut mu, qui agit sur E bar en haut nu, donc
un vecteur de base de l'espace E, est égal à delta mu nu. Donc ceci constitue une base, et vous savez qu'on peut décomposer n'importe quelle forme linéaire sur cette base-ci de la façon suivante. Y est égal à la somme des y indices mu, qu'on a défini là, fois E bar mu. Ça se voit très facilement, simplement en faisant agir y bar sur un vecteur E nu donné, puisque y bar de E nu, c'est par définition y indice nu, et quand j'écris ceci ici, eh bien vous voyez que quand je vais faire agir sur E nu, je vais avoir un delta mu nu qui va apparaître là, et le delta mu nu, quand je vais sommer, va remplacer mu par nu, et donc on obtient bien l'égalité de ces deux quantités. Donc on voit bien que ce y bar tel qu'il est défini ici est identique à ce y bar là. Donc la base duale E mu, avec la barre en haut, définit bien une base de l'espace dual. Et une autre définition de ce E bar mu, ici, E bar en haut, de la base duale, c'est que si je fais agir E bar mu en haut sur un vecteur x, eh bien ça me donne la coordonnée x mu de mon vecteur. Il suffit de remplacer x par cette expression-là. De nouveau, de noter que quand je vais faire agir E mu en haut sur E nu en bas, eh bien ça me donnait un delta nu mu. Et donc quand je vais faire ensuite la somme sur mu, eh bien ça va me sortir le mu égale mu. Donc la base duale, c'est simplement la forme linéaire qui, à un vecteur, fait correspondre la coordonnée correspondante de vecteurs dans la base que l'on considère. Alors évidemment, la base duale dépend du choix de base, puisqu'on l'a définie comme ceci. Et d'après cette propriété-ci, vous voyez que comme les x nus se transforment avec ce lambda moins 1 là, eh bien il est trivial de montrer que la base duale va se transformer avec le même lambda moins 1. Donc vous allez avoir que E' mu en haut va être égal à la somme sur nu des lambda moins 1 mu nu fois E nu en haut. Exactement, donc de nouveau, comme les coordonnées d'après cette relation-ci. Donc, ce que l'on retient ici, et que l'on va généraliser dans la suite, c'est que on a ici deux objets mathématiques, qui sont les vecteurs et les formes linéaires. Ces deux objets mathématiques, dans une base donnée, peuvent se représenter tous les deux par un n-uplet, mais ce que l'on voit, c'est que d'après, du fait de leur nature géométrique différente, dans un cas ce sont des vecteurs, dans l'autre cas ce sont des formes linéaires, eh bien leurs lois de transformation lors d'un changement de base vont être différentes. Puisque, donc ce que l'on vient de voir, c'est que les vecteurs donc, se transforment avec la matrice lambda, et les coordonnées d'une forme linéaire se transforment avec la même matrice lambda. Et vous voyez qu'on a utilisé ici l'indice en bas, ici et là, dans les deux cas. Au contraire, les coordonnées d'un vecteur se transforment avec lambda moins 1. Vous avez vu qu'on a utilisé l'indice en haut ici, pour noter les coordonnées du vecteur, et vous remarquez que les vecteurs de la base duale se transforment aussi avec lambda moins 1, et on utilise aussi la notation indice en haut pour noter leurs coordonnées. Alors, avant de passer à la généralisation sur des tenseurs quelconques, eh bien, je voudrais un petit peu suivre la même approche pour discuter maintenant les matrices. On a vu les vecteurs, maintenant on passe aux matrices. Et donc une matrice, on peut voir ça comme étant un tableau de nombres, n par n, mais pareil, ce tableau de nombres en général est attaché à une certaine base et va traduire une réalité géométrique qui peut être différente. Alors, une matrice, un tableau de nombres, ça peut être déjà une forme bilinéaire de E croix E dans R. C'est-à-dire une application qui a un couple de vecteurs fait correspondre à un réel. Là aussi, quand j'exprime ainsi, je traduis une certaine réalité géométrique, je prends deux flèches de mon espace vectoriel, et à chaque couple de flèches, eh bien, je fais associer un réel. Là, il n'y a pas de notion de base qui soit impliquée. La forme linéaire existe en l'absence de toute base. Mais évidemment, si on représente l'espace vectoriel ou les vecteurs de l'espace vectoriel dans une certaine base, eh bien, on va avoir une représentation de la forme bilinéaire dans cette base-là. Donc, une forme bilinéaire étant définie par son action sur une base, eh bien, je vais pouvoir représenter ma forme bilinéaire. Je vais noter Q avec deux barres en haut. Vous vous souvenez que la barre en haut, quand il y en avait une, c'était une forme linéaire. Une forme bilinéaire va avoir deux barres en haut.
Et donc je vais noter Q mu nu en bas, l'action de la forme linéaire sur un couple de vecteurs de base E mu, E nu. Donc vous voyez ici que les vecteurs de base ont des indices qui sont en bas, et je vais mettre des indices en bas aussi pour noter les coordonnées de la forme bilinéaire. Alors, connaissant ceci, eh bien, par linéarité, je peux connaître l'action de Q sur n'importe quel couple de vecteurs, puisque je vais écrire que x1, c'est la somme sur nu des x1 mu e mu, x2, c'est la somme sur nu des x2 nu e nu, et donc quand je vais développer, bien, j'aurai une somme sur mu et nu des x1 mu x2 nu, fois Q de e mu e nu, ici, et donc ça, c'est par définition Q mu nu, donc ça permet de montrer que la donnée des Q indice mu nu définit complètement la forme bilinéaire. Maintenant, comme on l'a dit, une forme bilinéaire, enfin les coordonnées de la forme bilinéaire sont attachées à une certaine base, donc si je change de base, eh bien je vais changer les composantes de la forme bilinéaire, et dans cette nouvelle base, eh bien on a que Q' mu nu, ça va être la somme sur mu et nu, de mu prime et nu prime, pardon, des lambda mu prime mu, lambda nu prime nu, fois Q mu prime nu prime. Et donc pour obtenir cette relation-là, c'est extrêmement simple, il suffit de revenir à cette définition des composantes de la forme bilinéaire, et de remplacer ici les vecteurs E mu et E nu par les vecteurs E' mu et E' nu, et de décomposer les E' mu et E' nu dans l'ancienne base, donc des E mu et des E nu, à l'aide des matrices lambda, et on obtient exactement cette relation-là. Donc ça, c'est une première interprétation de ce que c'est qu'une matrice n par n. Mais vous savez aussi qu'une matrice n par n peut représenter une application linéaire de l'espace vectoriel en lui-même. Alors à ce moment-là, une application linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui prend une flèche et lui associe une autre flèche. Donc c'est une relation, une réalité géométrique qui est différente. Alors, cette application linéaire, on va le représenter avec f, avec une barre en haut et une barre en bas, vous allez voir pourquoi. Et donc, elle est donnée, comme toujours, par son action sur une certaine base. Donc on va faire agir f, l'application linéaire f, sur une base de vecteurs E indice mu. Et on va décomposer ce f de E mu, donc qui est un vecteur, sur la même base. Et donc ça va être une somme sur nu des f nu mu de E nu. Donc vous voyez, c'est finalement f nu mu, c'est la nuième coordonnée de l'action de f sur E. Ce que je retraduis par cette expression-là, vous savez que pour obtenir la nuième coordonnée, eh bien, il suffit de faire agir le vecteur dual E nu en haut, et donc je vois que f nu mu, ça va être E nu en haut, donc la base duale, qui agit sur f de E mu. Maintenant, si je fais agir f sur un vecteur x quelconque, eh bien il suffit que je décompose x dans la base de E mu, donc je vais avoir ici une somme sur mu des x mu en haut, E mu en bas. Je peux sortir les x mu de la somme, et donc je vais avoir la somme sur mu des f nu mu x mu. Donc on retrouve le produit matriciel habituel entre les composantes de la matrice et puis le vecteur sur lequel on le fait agir. Alors, même chose qu'avant, ces éléments de matrice sont attachés à une certaine base, et maintenant pour connaître la loi de changement de base, c'est très simple. On connaît la loi de changement de base pour les E mu en bas, on connaît la loi de changement de base pour la base duale, les E nu en haut, les E mu se transforment avec lambda, les E nu se transforment avec lambda moins 1, et donc on en déduit de façon directe que f' nu mu, ça va être la somme sur mu' et nu' de lambda moins 1, qui va décrire donc la modification de la base duale, la partie duale, fois lambda, ici le changement des vecteurs de base, fois f nu prime mu prime. Et donc là, vous voyez aussi que, en fonction de leur nature, eh bien, les applications linéaires et les formes bilinéaires, bien que représentées toutes les deux par des matrices n par n, ne se transforment pas de la même façon lorsque l'on passe d'une base à une autre. Et alors, ce que vous remarquez, c'est que les conventions que l'on avait utilisées précédemment, c'est-à-dire de noter avec des indices en bas les composantes qui vont se transformer avec lambda, et avec des indices en haut les composantes qui vont se transformer avec la matrice lambda moins 1, eh bien on les retrouve ici, puisque ici dans la forme bilinéaire, les deux composantes vont se transformer avec lambda, alors que dans l'application linéaire, une composante, celle-ci, va se transformer avec lambda, et l'autre composante va se transformer avec lambda moins 1. Donc on retrouve cette convention
que l'on s'était donné précédemment. Alors, maintenant on va généraliser ça en introduisant la notion de tenseur général. Donc on va définir un tenseur qui est P fois covariant et Q fois contravariant comme étant une application P plus Q fois linéaire de E puissance P fois E étoile puissance Q dans R. Et les indices P et Q sont appelés valences du tenseur. Qu'est-ce que c'est qu'une application P plus Q linéaire de E puissance P croix E dual puissance Q? Donc c'est une application qui prend P vecteur, Q vecteur du dual, Q forme linéaire si vous voulez, et à ce P plus Q uplé fait correspondre un réel. Donc, comme toujours avec des formes des applications linéaires, eh bien, l'action de cette forme, de ce tenseur, est donnée de façon unique par son action sur une base. Donc on va se donner une base de l'espace, on se donne la base duale associée, et on va donner l'action donc de t sur E mu1 jusqu'à E nu 1 jusqu'à E nu p, et de E mu 1 jusqu'à E mu q. Donc ça c'est des P vecteur de base de l'espace E, ça c'est Q vecteur du dual, de base du dual. Donc on va mettre autant de barres ici en haut et de barres en bas que l'on a de vecteurs dans le dual et dans l'espace. Et donc cet objet-là, vous voyez que c'est un objet qui va dépendre de nu1 jusqu'à nu p, de mu1 jusqu'à mu q, et bien on va le noter t indice mu1 nu p, mu1 mu q. Donc, de nouveau, on retrouve le fait que les indices ici en bas correspondent aux indices en bas qui sont là, et les indices en haut qui sont ici correspondent aux indices en haut qui sont là. Alors, de façon évidente, maintenant si je mets un changement de base, si j'effectue un changement de base, eh bien les E sont changés avec lambda, les duals, les E duals sont changés avec lambda moins 1, et donc je vois que dans une nouvelle base, t' de nu1 jusqu'à nu p, et de mu1 jusqu'à mu q, va s'exprimer comme une somme avec des nu'1 jusqu'à nu'p, mu'1 jusqu'à mu'q, des lambda, etc., et des lambda moins 1, fois les coordonnées dans l'ancienne base. Donc vous voyez, on généralise ici la notion de changement de base qu'on avait vu pour les vecteurs, dans ce moment-là il n'y a qu'un seul lambda, ou pour les matrices où on avait deux lambda, soit deux lambda, soit un lambda et lambda moins 1 pour les applications linéaires. Et donc cette loi ici de changement de base va garantir que l'action de t ne dépend pas du choix de base, c'est-à-dire que de nouveau donc le p plus q uplé de vecteurs qu'on a ici, de nombres qu'on a ici, va correspondre à un même objet géométrique qui est la forme linéaire que l'on a définie. Donc de nouveau, c'est un objet qui va prendre, comme on l'a dit, P flèche et Q application linéaire et leur faire correspondre à un nombre réel à chaque fois. Et alors on voit la justification de cette notion de covariant et contravariant. Ce qu'on va appeler covariant, ça veut dire que ça va varier avec la base, donc comme les vecteurs de base, donc les composantes covariantes qui sont ici en rouge se transforment avec lambda, alors que les composantes contravariantes vont se transformer avec la matrice inverse de la matrice de changement de base, et donc ici vous voyez des lambda moins 1 et les indices en haut. Donc composantes covariantes, on les note avec un indice en bas et elles se transforment avec lambda. Les composantes contravariantes, on les note avec un indice en haut et elles se transforment avec lambda moins 1. Alors, une petite remarque avant d'en terminer. Les objets de base de l'algèbre linéaire, dans le sens ceux qu'on utilise le plus couramment, ce sont les vecteurs et les applications linéaires, qui ne sont pas a priori des applications P plus Q linéaires. Dans ce cas c'est un vecteur, dans l'autre cas c'est une application linéaire, donc un objet qui a pour image l'espace vectoriel lui-même et pas les réels. Néanmoins, on peut identifier les vecteurs à des tenseurs contravariants de la façon suivante. Donc je vais identifier un vecteur à tenseur contravariant, c'est-à-dire je vais identifier un vecteur à une application du dual dans R. Et donc je vais définir x bar qui agit sur y bar en haut, donc l'action d'un vecteur sur une forme linéaire, tout simplement par l'action de la forme linéaire sur le vecteur. Et ce que je vois, c'est que ceci, par définition, c'est ce que je vais appeler, donc quand je vais définir x bar qui opère sur
E mu bar en haut, c'est ce que je vais appeler x indice mu, d'après la définition que j'utilise ici pour les tenseurs, mais je vois que ça entre en conflit évidemment avec la définition de ce que c'est qu'une coordonnée pour les vecteurs. Mais je vois que si je définis donc cette application x bar, x qui opère sur y de cette façon-là, eh bien c'est aussi, donc ça c'est la notation que je viens d'utiliser, mais par définition de ce que j'ai appelé l'action d'un vecteur sur un vecteur du dual, c'est E bar mu qui opère sur x. Et ça on a vu que c'était la coordonnée de x dans la base des E, la muième coordonnée si vous voulez. Donc vous voyez que mes deux notations sont effectivement en accord l'une avec l'autre. Et ce que l'on voit, donc ici je suis passé par une base, mais ce que l'on voit évidemment, c'est que la définition que j'utilise ici est une définition qui ne fait pas appel à une base particulière, et donc elle va s'exprimer de la même façon dans toutes les bases. Donc ce que j'ai écrit ici dans une base va être valable partout, ça définit exactement de la même façon un vecteur comme finalement un objet du dual. Donc finalement ça identifie l'espace vectoriel avec le dual du dual. Je peux faire exactement la même chose avec les applications linéaires que je vais identifier à des tenseurs qui sont une fois covariants et une fois contravariants. C'est-à-dire un tenseur une fois covariant et une fois contravariant, c'est une application, une forme qui va agir une fois sur le dual et une fois sur le vecteur. Donc il faut que je définisse une application linéaire comme un objet qui agit à la fois sur un vecteur et sur le dual, et la définition que je vais prendre c'est f qui agit sur x, y, x dans l'espace, y dans le dual, c'est y, donc c'est une forme linéaire, donc ça agit sur des vecteurs, qui va agir sur f de x. Et là, de nouveau, en faisant exactement la même procédure que ce que j'ai fait ici, mais simplement en agissant sur E mu en bas et E mu en haut, eh bien je vais voir que les f mu que je définis avec ma définition tensorielle, et puis avec les éléments de matrice tels que j'ai définis au set précédent, eh bien on a bien identité entre ce que j'ai appelé les éléments de matrice, donc les f mu en haut, nu en bas, et les f mu en haut, nu en bas, définis à partir de cette notation tensorielle. Donc voilà, donc on peut généraliser comme ceci, en tout cas on peut introduire la notion de vecteur et d'application linéaire dans ma définition de tenseur, en utilisant cet isomorphisme qu'il y a entre les vecteurs et les tenseurs contravariants, et les applications linéaires et les tenseurs incouvariants, incontravariants. Et par ailleurs, ça vous justifie aussi le fait que j'ai placé un indice en haut et un indice en bas dans la définition des composantes d'une matrice, d'une application linéaire, pardon. Alors maintenant, on va discuter de quelques opérations sur les tenseurs qu'on va couramment utiliser. Alors d'abord, les tenseurs de valence donnée forment un espace vectoriel, c'est-à-dire je peux prendre une forme linéaire et la multiplier par un scalaire, ça restera une forme linéaire, et je peux prendre deux formes linéaires qui agissent sur les mêmes objets, donc autant de vecteurs de l'espace et autant de formes du dual, et les additionner, et je vais définir comme ceci une nouvelle forme de valence PQ. Donc il y a une structure d'espace vectoriel. Alors maintenant, je peux multiplier les tenseurs, ce qu'on appelle le produit tensoriel, simplement en multipliant les formes. C'est-à-dire on va noter T1 tensoriel T2, c'est le produit simplement T1 T2. Donc ça veut dire quoi? Je prends mes P1 plus P2 vecteurs de l'espace, Q1 plus Q2 vecteurs du dual, et puis je fais agir les P1 et Q1 vecteurs à l'aide de T1, et les P2 et Q2 vecteurs à l'aide de T2. Et de façon évidente, les coordonnées de ce nouveau tenseur, c'est simplement le produit des composantes des tenseurs T1 et T2. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle le produit tensoriel. La dernière opération, c'est ce qu'on appelle la contraction. Donc là, ça augmente la valence d'un tenseur, puisqu'on additionne les valences des deux tenseurs. La contraction, c'est une opération qui va réduire la valence. On va prendre un tenseur de valence PQ, et on va le transformer en un tenseur de valence P-1Q-1 de la façon suivante. Donc on va prendre T qui a priori agit sur P vecteur, donc x1 jusqu'à xp, sur Q forme linéaire, donc x1 jusqu'à xq, et on va définir donc ici T tilde, qui donc fait agir sur
P-1 vecteur et Q-1 forme, de la façon suivante. C'est la somme sur mu des x1 jusqu'à xp-1, et ici on va mettre e mu, le vecteur de base e mu, et y1 jusqu'à yq-1 fois le vecteur du dual e mu en haut. Et bon, ça on peut le faire, on peut toujours le faire, ça définit bien une forme linéaire, ça, il n'y a pas de souci, qui a bien une valence P-1 Q-1, mais ce qui est important ici, c'est que la façon, cette contraction ici, est indépendante de la base que l'on choisit. C'est-à-dire que quelle que soit la base que l'on va utiliser, la forme linéaire que l'on va définir, à chaque fois, va être la même. Alors ça, là aussi, c'est très simple à voir. Donc imaginons qu'on ait une autre application, donc on va définir la contraction à l'aide de la nouvelle base, donc T est égal à la somme sur mu. Alors je vais me concentrer essentiellement sur les vecteurs E mu, c'est eux qui m'intéressent. Comme ceci, donc il faut comprendre dans les trois petits points, il y a les x1 jusqu'à xp, et puis ici les y1 jusqu'à yq-1. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer les vecteurs E' mu en bas et les formes E' mu en haut à l'aide de la base duale. Donc on écrit que E' mu en bas, c'est la somme sur alpha des lambda alpha mu fois E alpha en bas. Et les E' mu en haut, c'est la somme sur bêta des lambda mu bêta fois E bêta en haut. Et donc, par linéarité, donc le t bar, là, tel qu'on l'a défini, c'est la somme sur mu. Donc on va sortir la somme sur mu alpha et bêta des lambda alpha mu, lambda mu bêta, fois t de x1, etc., etc., E alpha en bas, etc., etc., E bêta en haut. Et ici, on voit apparaître une somme sur mu de cette chose-là, et ça, on a dit que c'était delta de alpha bêta, le symbole de Kronecker. Donc ça, c'est la somme sur mu, on s'en est débarrassé. Ensuite, je peux faire la somme sur bêta, et quand je vais faire la somme sur bêta, eh bien, le Kronecker va sélectionner bêta égale alpha. Donc finalement, ceci est à la fin la somme sur alpha des t de x1, etc., etc., jusqu'à e alpha, etc., etc., jusqu'à e alpha, et qui est exactement la même définition ici que précédemment, dans lequel simplement, ici j'avais les anciens vecteurs de base, et là j'ai les nouveaux vecteurs de base. Et on voit que les deux définitions, quand on somme sur la nouvelle base ou sur l'ancienne base, sont complètement identiques. Donc, ce qui est important ici, c'est que vous voyez que la contraction va se faire sur un vecteur covariant, donc un vecteur de l'espace et un vecteur du dual. Mais une petite remarque, c'est que l'on peut faire cette contraction entre n'importe quelle paire d'indices, c'est-à-dire j'aurais pu contracter avec entre x1 et y1, ou entre x1 et yq, etc., etc. Donc on peut contracter n'importe quelle paire d'indices, du moment qu'il y en a un qui est un indice covariant, et l'autre qui est un indice qui est contravariant. Alors, ça nous amène aux notations d'Einstein, donc qui vont être les notations standards de la théorie de la relativité. Donc, on l'a déjà vu une partie, qui est que en notation d'Einstein, on va noter avec un indice en haut, respectivement un indice en bas, les composantes contravariantes et covariantes d'un tenseur. Et lorsque l'on va contracter deux indices covariants contravariants, eh bien, on va omettre le signe somme. Donc le signe somme sera implicite dès que vous verrez un indice covariant et un indice contravariant identiques. Donc quelques exemples. Donc l'action d'une forme linéaire y qui opère sur le vecteur x, on l'a déjà vu, c'est la somme sur mu des y mu en bas, x mu en haut. Vous voyez ici qu'on a un indice mu en bas et un indice mu en haut, donc en fait l'action d'une forme linéaire sur un vecteur n'est rien d'autre que la contraction des composantes de la forme linéaire avec les composantes du vecteur. Et donc, en notation d'Einstein, on va enlever la somme sur mu, vous voyez qu'il y a un y mu, x mu ici. De la même façon, si je prends la trace d'un opérateur, c'est la somme sur mu des f mu en haut, mu en bas,
Et bah, vous voyez que ici on a une somme sur mu d'un indice covariant, d'un indice contravariant, donc ça va être f mu. Et finalement, l'action d'un opérateur sur un vecteur, donc la muième coordonnée de l'action de f sur x, c'est la somme sur nu des f mu nu x nu. Donc je vois ici que je somme sur nu, qui est un indice contravariant, covariant ici, pardon, et contravariant là. Et donc je vais pouvoir supprimer le signe somme, et donc on va le noter plutôt f mu en haut, nu en bas, x nu en haut. Donc c'est vraiment important. Garder en tête que dans ces notations d'Einstein, donc on va sommer sur les indices qui sont répétés, mais il faut bien faire attention que l'on peut sommer, de façon à utiliser cette contraction qui est indépendante de la base dans laquelle on travaille, uniquement lorsque on somme, on contracte des indices covariants, un indice covariant avec un indice contravariant. Alors, une petite remarque sur les notations aussi. On va être amené à travailler dans deux types d'espaces, essentiellement. Là, pour le moment, j'ai fait une discussion dans un espace le plus général possible, mais évidemment, on va spécialiser ça aux lois de la physique, et on va travailler dans deux espaces. Le premier espace, vous en doutez bien, c'est l'espace-temps de Minkowski. C'est un espace donc à 4 dimensions. Et à ce moment-là, on va utiliser des indices grecs pour noter les coordonnées. Donc que si je note P mu, je vais avoir mu qui va varier de 0 à 3 implicitement. Maintenant, je peux aussi avoir envie de travailler uniquement dans l'espace réel, dans l'espace à 3 dimensions, et à ce moment-là, on utilisera plutôt des coordonnées, des lettres latines, pour noter les coordonnées de l'espace. Donc je vais noter PI, variant de 1 à 3, les composantes de l'impulsion maintenant dans l'espace à 3 dimensions, la quantité mouvement si vous voulez. Alors pour clore cette partie sur le formalisme, et avant de passer à une discussion de l'application de ce formalisme au cadre de la relativité, je voudrais introduire un tenseur particulier qui est l'opérateur gradient. Donc on va définir un champ scalaire, phi, qui est défini sur E, donc c'est une application qui a un vecteur de E associe un nombre, donc c'est pas forcément une application linéaire. Et vous savez qu'on définit la différentielle de phi de la façon suivante. On va prendre l'action de phi sur un vecteur x perturbé d'un petit dx, et on va dire que c'est phi de x plus la différentielle de phi qui opère sur dx. Et donc dφ, c'est une application linéaire qui va donner la variation à l'ordre 1 de phi. Donc cette notation-là, évidemment, définit la différentielle indépendamment de toute choix de base, puisque la fonction phi, de nouveau, c'est une application qui a une flèche fait correspondre à un nombre. De nouveau, elle n'est pas forcément linéaire, mais en tout cas c'est ça, on prend une flèche et puis on l'associe à un nombre, il n'y a pas de notion de base là-dedans. Mais on peut avoir néanmoins envie de représenter le vecteur x sur lequel elle agit, ou le vecteur dx sur lequel agit la différentielle, dans une base particulière. Et bah, ça, vous savez comment ça s'écrit à ce moment-là, puisque dφ sur dx, ça va être la somme sur mu des d phi sur d x mu, dx mu. Alors vous voyez ici que j'ai omis la somme sur mu, même si vous voulez faire attention, parce qu'à ce stade-là, j'ai pas vraiment... Je sais pas si ce machin-là est un objet qui est covariant ou contravariant, ça je suis sûr que c'est une variation de coordonnées, donc c'est un objet contravariant. Mais bon, à ce stade-là, j'extrapole un petit peu sur les notations d'Einstein, mais on verra que c'est tout à fait légitime d'utiliser ces notations d'Einstein. Donc il faut imaginer qu'ici il y a une somme sur mu des d phi sur d x mu à ce stade-là. Donc en tant qu'application linéaire, bah, je vois justement que d phi sur d x mu, c'est la coordonnée de l'application linéaire. C'est le y indice mu, si vous voulez, de l'application, de la forme linéaire. Donc on va noter d indice mu en bas, qui opère sur phi, la dérivée de phi par rapport à la composante contravariante ici. Et d'après ce qu'on vient de voir, comme ça définit une forme linéaire, eh bien c'est un tenseur covariant de rang 1. Donc j'ai bien raison de mettre mon indice en bas, et j'ai bien raison d'omettre le signe somme, puisque si ce machin est un objet qui est covariant, ce machin est un objet contravariant, je définis une contraction ici tout à fait légitime. Alors, là j'ai introduit à partir de la définition formelle de la différentielle, mais on aurait pu parvenir au même résultat, c'est-à-dire l'aspect covariant de rang 1, en regardant comment se transforme le gradient lors d'un changement de base. En utilisant simplement la loi de changement de coordonnées pour les dérivés, et on obtient effectivement que des ronds prime mu en bas, ça va être lambda nu mu des ronds nu en bas. C'est élémentaire si on utilise les lois de changement de coordonnées pour les dérivés.
Donc nous en avons fini avec l'établissement de ce formalisme tensoriel. Donc essentiellement, il faut bien voir ce formalisme tensoriel, c'est des jeux de notation qui vont nous permettre d'identifier au premier coup d'œil quelle est la nature mathématique des objets que l'on est en train de manipuler. Par exemple, si vous voyez qu'il y a un x avec un seul indice en haut, ben vous savez que vous avez affaire à un vecteur. Si vous avez un x avec un unique indice en bas, vous savez que vous avez affaire à une forme linéaire, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent des bras et des quêtes de la mécanique quantique, qui sont des notations utiles pour visualiser le type d'objet que l'on est en train de manipuler, et donc savoir quelles sont les opérations que l'on peut opérer sur eux. Mais au-delà de cet aspect purement formel, eh bien nous allons montrer que, comme je l'ai dit, ça fournit un cadre naturel pour la théorie de la relativité qui va nous permettre d'identifier les lois qui vont être invariantes lors d'un changement référentiel, c'est-à-dire qui vont garder la même forme dans tous les référentiels galiléens, et c'est ce que nous verrons dans la partie qui suit.